Bonsoir à toutes et toutes. Très heureux de vous accueillir sur Happyvisio pour ce joli rendez-vous. Nous avons la chance d'être réunis ce soir pour parler de ce rôle d'aidant. Je vous laisse peut-être Laetitia nous accueillir et nous dire un petit mot d'introduction. Super, merci Alexandre. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle webconférence qui porte sur le thème des proches aidants, dont on s'occupe peu, qui ont pourtant un rôle primordial à côté des patients. Donc nous sommes associés ce soir à la Compagnie des aidants, en compagnie de Claudie, qui est la fondatrice de cette belle association, et de Céline Martinez, qui en est la psychologue. Voilà. Nous aurons également Dominique et Michel, qui sont deux adhérents d'Anamacap et qui nous apporteront leurs témoignages respectifs. Merci à vous tous. Merci Alexandre de nous accompagner avec Happyvisio. Donc, est-ce que je peux commencer l'introduction? On est Bien bon, sûr, Alexandre? voilà, Super. on va demander à nos autres personnes de pouvoir couper leur caméra et leur micro. Et puis effectivement, je vous mets tout de suite le document qui va nous permettre d'avoir notre fil conducteur aujourd'hui. Parfait, merci Alexandre. Alors pourquoi avons-nous souhaité organiser une webconférence sur ce thème? Bien souvent, un proche n'a pas conscience en fait d'être un aidant. Ça nous paraît normal et naturel d'aider nos proches qui peuvent être malades. Alors un proche aidant peut accompagner les rendez-vous, peut coordonner et prendre les rendez-vous, peut aller rechercher de l'information. Et le terme proche aidant, en fait, n'est pas très répandu dans le grand public. Cela nous évoque plutôt des personnes qui accompagnent des proches atteints d'une maladie handicapante, des personnes à mobilité réduite, la maladie d'Alzheimer, la fin de vie. Mais en fait, nous sommes tous plus ou moins concernés, et ça, la compagnie des aidants vous l'expliquera. Dans le cas du cancer de prostate, ce sont souvent les épouses ou les partenaires qui jouent un rôle important de soutien, mais ces proches peuvent avoir aussi leurs propres peurs, leurs souffrances, et peuvent se sentir également isolés selon les phases de la maladie, ou alors même lors de l'annonce. Le quotidien n'est pas toujours évident, et on a envie de se demander, mais qui prend soin des aidants, puisque eux prennent soin des patients fragilisés à ce moment-là. L'Anamacap peut jouer un rôle d'information sur le cancer de prostate, de soutien et d'écoute pour les proches, mais il existe aussi des structures qui sont spécifiques, dédiées, pour former, aider, accompagner et informer les proches aidants sur leurs droits, tels que la Compagnie des aidants. Et vous verrez que c'est une asso très complète et dynamique qui a obtenu de nombreux prix et qui siège par la voix de Claudie, sa fondatrice, au Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'à la Caisse nationale des solidarités et de l'autonomie. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu le plan de ces interventions. Donc, je crois, Alexandre, qu'on lancera un petit quiz de 3 questions pour voir un petit peu la connaissance de nos participants sur le thème des aidants. Ensuite, donc, Claudie, fondatrice de la Compagnie des aidants, commencera par expliquer qui sont les aidants, où trouver de l'information. Nous aurons ensuite le témoignage de Michel, notre adhérente, l'intervention donc de la psychologue de la Compagnie des aidants, un jeu de questions-réponses. Claudie reprendra la parole pour parler de leur plateforme de formation très importante. Nous enchaînerons à nouveau par une session de questions-réponses et enfin nous terminerons par un témoignage de Dominique qui nous donnera sa vision d'aidant en tant qu'homme. Avant cela, je voudrais vous dire quelques mots sur l'Anamacap si vous ne la connaissez pas. L'Anamacap est une association nationale. Elle fête ses 20 ans cette année. Son histoire, c'est qu'en 2002, en fait, un patient touché par un cancer de prostate agressif s'est rendu compte qu'il n'existait aucune association de patients sur le premier cancer de l'homme en France. Donc l'ADN de l'Anamacap, c'est de briser l'isolement et les tabous. On sait à quel point on peut se sentir seul. Surtout d'informer les patients pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé et qu'ils puissent prendre des décisions partagées avec leur médecin. On milite pour un dépistage précoce et on essaie d'agir pour que l'accès aux innovations soit plus rapide sur notre territoire. Donc l'association a été créée par un patient, accompagné par des experts. La mission de l'Anamacap est reconnue d'utilité publique. C'est la première association nationale exclusivement consacrée au cancer de la prostate. Nous avons plus de 1300 adhérents cotisants, ce qui en fait la plus grande communauté de patients et de proches atteints d'un cancer de prostate.
Et nous sommes donc attachés à partager une information neutre et de pointe, comme je vous le disais, pour que les gens soient acteurs de leur propre santé. Nos principales missions, donc sensibiliser et informer sur la maladie, soutenir et accompagner patients et proches, représenter les patients et défendre de manière générale les patients. En 2018, quelques membres de l'ANAMACAP, dont le président fondateur, ont créé un fonds de dotation, le FDCP, Fonds de dotation pour l'innovation dans la prise en charge du cancer de prostate, dont l'objectif est de soutenir la recherche et d'accélérer l'accès aux innovations sur le territoire. Quelques exemples d'actions menées par l'ANAMACAP. Donc, nous tenons une permanence téléphonique. Nous pouvons mettre en relation les patients ou les proches avec des patients référents. Nous avons un site internet avec de nombreuses informations qui permet également de se rapprocher de témoignages où d'autres patients et proches pour échanger sur un forum d'entraide. Nous envoyons régulièrement des newsletters sur les actualités dans le domaine du cancer de prostate. Nous pouvons envoyer des ressources, des guides d'information. Nous pouvons aussi coordonner vers des kinésithérapeutes spécialisés selon les besoins. Nous organisons des soit webconférences depuis la pandémie et nous espérons l'an prochain reprendre notre cycle de conférences grand public en présentiel. Nous sommes pas mal présents sur les stands d'information. Nous avons plusieurs commissions thématiques, dont une commission qui porte sur la santé sexuelle. Nous aimerions déployer sur de nombreuses maladies chroniques. Et nous avons entamé la mise en place d'ateliers virtuels en petits groupes de patients et proches pour les former et les informer sur différentes phases de la maladie. Le premier consistait à comprendre l'hormonothérapie, anticiper et gérer les effets secondaires. Le temps fort annuel de l'ANAMACAP, c'est sa traditionnelle journée scientifique médecin-patient où l'on présente les dernières actualités et innovations diagnostiques et thérapeutiques. C'est aussi un temps fort parce que les patients et les proches peuvent se rencontrer et peuvent également échanger avec des experts de la maladie. Et d'ailleurs, vous pourrez en retrouver des comptes rendus sur notre site internet. Voilà, donc quelques images. Donc s'informer pour être acteur de sa santé, ça nous semble primordial. Et on vous présente donc la ligne d'écoute et de soutien, d'information qui est tenue par Frédéric. C'est une ligne gratuite. N'hésitez pas, on peut aussi vous mettre en relation. Voilà, donc je vais peut-être laisser la place à Alexandre au quiz. Effectivement. Et à Claudie, qui pourra donc nous présenter toutes ces informations très précieuses. Et puis un bon anniversaire à cette belle association alors. Merci, je prends. Je vous propose tout de suite de répondre à quelques petites questions pour mieux vous connaître, vous qui êtes gentiment avec nous ce soir. Vous avez la possibilité de répondre à 3 petites questions. On vous laisse quelques instants pour les découvrir. Avez-vous déjà aidé ou aidez-vous actuellement un proche atteint d'une maladie chronique, d'un handicap, d'un accident de la vie, du grand âge? Est-ce que oui, non ou je ne sais pas, parce que finalement c'est une question que je me suis pas vraiment posée. Souvent, ce qui arrive, on pourra en discuter bien sûr avec Claudie Culac dans quelques instants. Nous aurons aussi donc si oui, avez-vous conscience justement d'être un proche aidant? Et dernière possibilité et question, saviez-vous que des associations dédiées aux proches aidants pouvaient vous apporter de l'information et de l'aide? Je vous laisse bien sûr répondre à ces quelques questions et toujours cliquer sur le fameux bouton vert en bas de votre page, le bouton envoyer. Je vous laisse quelques petites secondes pour que nous puissions récolter ces informations qui viennent de partout, même des Caraïbes, vous avez pu le lire, peut-être Claudie, et nous aurons la possibilité comme ça d'avoir en direct toutes les réponses à ces 3 petites questions. Allez, une petite trentaine de secondes, un peu plus peut-être pour vous laisser encore répondre à ces questions. Et toujours le bouton envoyer en partie basse de votre écran. Alors, on a encore des réponses qui... j'ai la chance de pouvoir voir la progression des votes, donc c'est pour ça que je fais un petit peu patienter, parce que je vois qu'on n'a pas encore pu se positionner sur des questions qui sont parfois un petit peu brutales. Voilà, on ne s'est pas toujours posé la question si finalement
on était dans une situation d'aidant, peut-être pour certains. C'est un nouveau terme qu'on maîtrise que peu. Justement, Claudie Culac va pouvoir nous expliquer tout ça dans quelques instants, avec sa casquette de présidente de la Compagnie des aidants. Allez, je vous laisse encore une petite trentaine de secondes pour qu'on arrive au bout de ce premier sondage et seul sondage. On en aura bien sûr un à la fin pour mesurer votre satisfaction. Et je vous rappelle qu'il est important aussi de pouvoir nous laisser une minute de votre temps pour le remplir. Je vous remercie toutes et toutes et je vais pouvoir donner un petit peu les tendances et Claudie a déjà pris son papier, j'en suis sûr, pour noter les tendances. On est plutôt à la première question. Est-ce qu'on a été aidant finalement ou on l'est? 45% de oui. Nous avons une partie de non et je ne sais pas qui. Donc la majorité quand même est bien sur le oui. Une bonne majorité d'ailleurs. Nous avons la deuxième question. Si oui, avez-vous conscience d'être un proche aidant? Là aussi, nous sommes oui en majorité. Après, c'était plus disparate comme résultat avec des personnes qui disent non, je ne sais pas ou je n'ai pas été aidant. Ça peut arriver aussi et venir plutôt en information sur ce rendez-vous qui vous est offert. Et puis, saviez-vous que des associations dédiées aux proches aidants pouvaient vous apporter de l'information ou de l'aide? Là aussi, on est sur une majorité de oui, avec une bonne partie des personnes qui ont pu répondre oui. Voilà pour ces résultats. Merci de vos retours. Et Claudie, je me permets donc de vous accueillir sur cette salle de visioconférence pour qu'on puisse peut-être connaître un petit peu mieux la Compagnie des aidants pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette aventure. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ou bonsoir à toutes et à tous d'ailleurs. Je fasse attention à ma formulation. Je suis très contente d'être avec vous. C'est un moment important pour moi que vous m'offrez de parler du sujet des aidants. Alors, on va commencer par des chiffres parce que je pense que c'est important que tout le monde soit raccord avec les chiffres. Donc, d'où je vous parle, moi, d'abord, c'est que j'ai longtemps été aidante d'une maman qui est morte quand j'étais jeune, qui était atteinte d'un cancer généralisé, d'un papa atteint de la maladie d'Alzheimer et d'une tante qui était en situation de handicap. Moi, on est 11 millions à prendre soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Évidemment, une majorité de femmes. Là, vous voyez, il y a marqué 58%. C'est que quand la situation devient compliquée, eh bien, on est plus à 64% de femmes qui aident leurs proches aidant. Excusez-moi, Claudie, mais il y a un problème avec votre son. Est-ce que vous pouvez ne plus toucher à vos papiers, s'il vous plaît, parce que ça fait trop de bruit parasite. Désolée. Merci à vous. Et désolé pour cette interruption, mais je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. 62% d'entre eux doivent concilier leur vie privée, leur vie professionnelle et leur rôle d'aidant avec les conséquences que ça peut avoir justement dans leur évolution de carrière et dans la conciliation de tous ces temps. 39% aident 2 personnes ou plus. Chaque année, nous, on organise une tournée sur toute la France et parfois, on a des femmes qui viennent nous voir. Elles aident jusqu'à 4 à 5 proches. Elles ont, par exemple, un enfant en situation de handicap, des parents âgés, un mari malade et plus si affinité, je dirais. Donc, des situations de vie qui sont parfois très compliquées. 55% d'entre eux ont dû effectuer des actes habituellement réservés aux professionnels de santé. Et oui, parce que quand le proche rentre à domicile, on peut avoir l'hospitalisation à domicile, on peut avoir des aides à domicile, mais parfois, bien, les aidants sont obligés de faire des gestes techniques en l'absence de ces professionnels. 39 ans, c'est l'âge moyen d'entrer dans les danses. Alors, ce chiffre tient compte en fait des 500 000 jeunes aidants
qui aident un proche dans notre pays. C'est par exemple des enfants qui sont dans des familles monoparentales où un des parents développe un cancer et qui sont amenés à faire des actes du quotidien qu'un enfant ne fait pas habituellement. Puis ce sont aussi des enfants qui ont des frères, des sœurs en situation de handicap et qui vont porter cette aidance durant toute leur vie. Alors, ce proche aidant, il est à 11%, il aide une personne ayant une longue maladie, 36% une personne en perte d'autonomie, donc on va dire plutôt âgée, et 49% un proche en situation de handicap. Je passe sur mon autre slide. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que environ 18% à 20%, ça dépend des baromètres des aidants, repoussent, voire renoncent à leurs soins quand ils sont aidants, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Par exemple, les gynécologues nous disent que quand elles ne voient pas leurs patientes pendant 4 ans, elles savent qu'elles sont aidantes, parce que l'aidant se dit toujours « je m'occupe de mon proche, on verra après ». 60% d'entre eux ont des risques supplémentaires de contracter une maladie liée au stress et au surmenage. On l'a vu précédemment, hein, quand on doit concilier tous ces temps de vie, parfois c'est pas simple, donc ça paraît logique. 49% des salariés aidants se sentent stressés au travail. Et pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils peuvent rentrer dans une grande précarité parce que certains vont les lâcher leur travail pour s'occuper du proche. Beaucoup d'entre eux ont peur en fait d'être stigmatisés par leur entreprise et de perdre leur emploi, 48% d'entre eux, ce qui est très inquiétant quand on voit ces chiffres, et parce que 72% d'entre eux souhaitent garder leur emploi, mais parfois c'est le seul salaire qui rentre à la maison. Donc cet aidant, il a besoin de rester en emploi juste pour assumer ses charges du quotidien. Et je vais passer un peu sur ces chiffres parce que sinon je vais vous assommer de chiffres. Alors, qui sommes-nous? Donc, comme je vous l'ai dit, moi, après mon expérience d'aidante, d'ailleurs en même temps, je me suis rendu compte que les aidants cherchaient toujours la même chose, de l'information, de la formation, de la mise en réseau, que ça n'existait pas. Et donc, il y a 11 ans, j'ai créé la Compagnie des aidants, qui est un réseau social d'entraide et d'échange, gratuit, hein, c'est facile, on s'inscrit en ligne, on met son code postal et on peut rentrer en relation avec d'autres aidants pour partager des informations. Nous avons aussi un guide de l'aidant qui permet de trouver les premières informations utiles quand on est aidant, une ligne téléphonique qui est gérée par un de nos partenaires qui permet de répondre aux questions les plus urgentes. Chaque année, nous organisons une tournée, peut-être que vous nous avez vus sur vos territoires avec notre caravane Tous Aidants. Alors, on m'a posé une question qui est quelles sont les structures qui peuvent soutenir les aidants? Avant ça, je veux vous rappeler une chose qui est essentielle pour moi, c'est que l'aidant est au cœur du parcours de santé de son proche, de l'annonce du diagnostic jusqu'à la fin de vie, en passant par la compréhension de la pathologie, la bonne observance des médicaments, la relation avec tout l'écosystème qui entoure le patient. Alors cet aidant, il veut sauver son proche. Souvent, la personne malade ne va pas forcément faire toutes les recherches pour comprendre les enjeux autour de sa maladie. Sauf que l'aidant, lui, il veut tout savoir. Il veut tout savoir parce qu'il a une mission, c'est sauver son proche. Et puis, cet aidant, il est indispensable auprès des professionnels de santé. Pourquoi? Il est bien souvent les yeux du médecin. C'est lui qui peut donner les informations sur le patient, c'est-à-dire comment le patient réagit-il au traitement, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il s'alimente, est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il est nerveux. Et cet aidant, il ne doit donc pas rester seul.
Ça, c'est très important parce qu'on a vu les chiffres précédemment et il ne faudrait pas que cet aidant eh bien, développe une pathologie liée au stress et ne puisse plus s'occuper de son proche. Alors, il existe des associations de patients et je remercie encore Anna Macab de nous avoir invités parce que pour moi, les associations de patients sont vraiment les meilleurs acteurs pour soutenir ce binôme patient-aidant. Et puis après, il y a les assistantes sociales à l'hôpital, quand on peut les rencontrer, parce que je suis d'accord, j'entends déjà peut-être des commentaires, malheureusement, il n'y en a pas assez, on n'arrive pas à les rencontrer, on ne sait pas, on n'en a jamais vu, on n'est pas au courant. Mais franchement, il faut absolument pouvoir échanger avec une assistante sociale, elles sont de très très bons conseils et les assistantes sociales ne sont pas là que pour les personnes qui ont des grandes difficultés dans leur quotidien. Elles sont là pour soutenir le patient et son proche, pour trouver des solutions sur le retour à domicile. Par exemple, mettre des aides à domicile. Pour cela, on peut se rendre au Centre communal d'action sociale, qu'on appelle CCAS, qui peut vous donner une liste, par exemple, de structures qui peuvent mettre à votre disposition des services à la personne pour vous aider dans les tâches du quotidien. Par exemple, je rencontre des femmes qui sont usées parce qu'elles font tout à la maison pendant la maladie de leur mari, qui lui, par exemple, s'occupait du jardin. Eh bien, il faut se faire aider par des aides appropriées. Il faut bien sûr se retourner du côté de sa mutuelle, de sa caisse de retraite, parce que les caisses de retraite ont aussi des solutions qui peuvent aider. Vous avez un site qui s'appelle Ma Boussole Aidant. Je répète, Ma Boussole Aidant est un site d'information où l'on peut trouver de nombreuses informations géolocalisées pour, nous aider en fait à trouver les associations qui vont bien, associations de patients, associations d'aidants, les structures locales. Et est-ce que alors après, nous, on n'est pas tellement dans le champ du handicap aujourd'hui, mais la MDPH, la Maison des personnes en situation de handicap, est aussi un lieu où l'on peut déposer des dossiers quand, par exemple, le patient devient très handicapé dans son quotidien pour avoir, par exemple, une carte qui lui permet de... Voilà. Alors, je pense que pour cette première partie, je vous ai tout dit, Alexandre. Oui, Donc, je n'ai pas parlé du sondage, mais j'ai vu effectivement, et puis tu as bien fait le compte des réponses. oui. Donc, on est quand même en terrain connu avec nos interlocuteurs. Voilà. Oui, Donc, les aidants étaient effectivement majoritaires hein, sur ce vote. Et effectivement, merci pour cette première partie. On se retrouvera ensuite sur d'autres questions après. Merci Claudie. à toutes. Je propose tout de suite peut-être à Michel de nous rejoindre, notre témoin qui va nous expliquer sa situation de témoin. Bonsoir Michel, très heureux de vous accueillir. Merci de cet effort que vous pouvez faire pour nous rejoindre peut-être ce soir. Et on est à votre écoute sur ce premier témoignage. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je me prénomme Michel. Mon mari est atteint du cancer de la prostate depuis 2018. Il a été diagnostiqué en 2018. Au moment du diagnostic, on a pensé que bon, une opération suffirait, etc. Et puis je l'ai accompagné pour son premier rendez-vous chez l'urologue. Et les examens faisant, j'ai un peu regardé ses résultats. Et là, je me suis aperçue qu'il était atteint d'un cancer agressif, même très agressif. Et j'ai paniqué. Mon mari, ne sachant pas ce que voulaient dire les termes médicaux, je me suis moi-même renseignée.
Et là, j'ai encore plus paniqué et j'ai appelé son médecin généraliste qui n'était pas formé pour me répondre. Parce que sur ce type de cancer, les généralistes ne sont pas formés en général, tout du moins en 2018 ne l'étaient pas. Donc j'ai fait de nombreuses recherches sur Internet. Mon mari s'est fait opérer et compte tenu de l'agressivité du cancer, je me doutais un peu que l'opération n'aurait pas été suffisante. Son généraliste me disait que si, que ça suffirait. Parallèlement, moi, j'ai continué mes recherches sur Internet et à un moment, je me suis tournée un peu vers mes enfants en leur faisant comprendre que c'était quand même quelque chose de sérieux, mais mes enfants ne prenaient pas non plus l'ampleur de la situation. Donc, je me suis un peu retrouvée seule et là, effectivement, il s'est avéré que l'opération n'a pas été suffisante, rechute 2 mois après l'opération. Il a donc fallu une hormonothérapie accompagnée d'une radiothérapie. J'ai accompagné mon mari chez son oncologue et parallèlement, je me renseignais toujours sur Internet et c'est là que j'ai découvert l'Anamacap, qui m'a donné de précieux renseignements quant au traitement, quant aux examens à faire qui n'avaient pas été faits. Tous les examens complémentaires n'avaient pas forcément été faits. Et lors de rendez-vous chez l'oncologue, j'ai fait part de quelques examens qui n'avaient pas été faits, mais j'ai reçu une fin de non-recevoir, parce qu'en général, les médecins n'aiment pas beaucoup que les patients se renseignent. Donc, j'ai laissé. Et là, il s'est avéré que l'oncologue n'a pas été, sur notre région en tout cas, à la hauteur, et que le cancer de mon mari, malgré sa radiothérapie et l'hormonothérapie, continuait de progresser. Et l'évolution, voilà, le taux de PSA continuait de monter. Donc, mon mari était très perdu, je dirais perdu, et il ne savait absolument pas quoi faire, il était anéanti presque. Donc, bon, je veux pas dire, je ne me suis pas vraiment sentie aidante, je me suis surtout sentie très impliquée. Et là, je me suis vraiment inscrite à la NAMACA parce que souvent je téléphonais à Laetitia et à d'autres membres, pas d'autres membres, d'autres administrateurs qui me donnaient vraiment beaucoup de renseignements très utiles. Et là, je me suis vraiment inscrite à la NAMACA en tant que membre. Et mon mari refusait un peu parce que pour lui, c'était quelque chose de trouvé sur Internet. C'était voilà. Et puis un jour, j'ai donc été invitée à l'assemblée générale. Et au vu de l'invitation, mon mari a quand même été désireux de se rendre avec moi à Paris pour voir un peu ce qu'il en était. Donc nous y sommes allés et là, nous avons rencontré un professeur qui l'a réellement aidé. Que dirais-je de plus? Bon, ma fonction d'aidante pour moi, enfin ma fonction, c'est pas vraiment le terme approprié, mais je ne me sens pas réellement aidante. Je me suis sentie aidante dans la mesure où il a fallu faire des recherches à la place de mon mari qui était bon, qui faisait confiance aux médecins et puis qui se rendait compte que malgré tout, les médecins sur notre ville n'arrivaient pas à lui donner satisfaction. Donc, il fallait aller plus loin. Donc, dans les recherches, effectivement, c'est moi qui ai fait ces démarches. Dans l'accompagnement aussi à Paris du professeur qu'il a rencontré, parce que là aussi, il était très stressé. Donc, c'est en ce sens que j'ai pu l'aider. Dans le sens également où je suis allée avec lui à chaque rendez-vous chez l'oncologue, chez l'urologue. C'est pareil, j'ai un peu moi-même, peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment
mais je pense influencer sa décision de l'opération, sachant que s'il ne s'était pas fait opérer, il ne pouvait plus revenir en arrière après. Et un traitement hormonal et une radiothérapie n'auraient pas été suffisantes. Donc le cancer aurait continué de progresser plus vite qu'il ne le fait. À l'heure actuelle, mon mari est bien soigné, a été bien pris en main à Paris, et le cancer et le taux de PSA sont non pas forcément en rémission, mais en tout cas, le taux de PSA n'augmente pas. Donc, il est statu quo, je dirais. Bon, je l'aide encore dans une certaine mesure parce que la vessie a été fort irradiée quand il a eu ses rayons. Donc, il arrive que il ait de grosses hématuries. Et la dernière fois, c'est cette année, où il a passé une journée et demie aux urgences. Et là aussi, j'ai pris les choses en main en appelant son professeur à Paris pour essayer de le rassurer en lui disant que ça venait bien de la vessie radique, donc irradiée par les rayons, par la radiothérapie, ce qui l'a un peu rassuré. J'ai également essayé de recontacter le professeur parce que la clinique ne voulait pas le laisser sortir au bout d'un jour et demi. Enfin, c'est des choses très pratiques. J'ai plus l'impression d'être aidante dans le domaine pratique. Maintenant que le gros de la maladie, pour l'instant, n'évolue pas, il y a moins de... Je me sens beaucoup moins, enfin pas impliquée, je suis toujours impliquée si vous voulez, mais moins active. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je, je ne vois Merci. rien d'autre. Merci beaucoup Michel, c'est un fort témoignage. Merci de pouvoir nous livrer voilà votre vécu, ces différents moments qui ont été très certainement difficiles, mais vous avez été là pour votre mari en effet. Et puis bonne nouvelle effectivement que tout aille mieux. Désormais, même s'il faut bien sûr rester sous surveillance. Je vais peut-être proposer à Céline Martinez de pouvoir nous rejoindre pour pouvoir là aussi reprendre les mots et les choses que Michel a pu nous dire et nous préciser et nous expliquer un petit peu ce que vous avez entendu en tant que psychologue, Céline. Oui, je vous remercie. Bonsoir à tous. Merci Alexandre. Je voudrais tout de suite remercier Michel de son témoignage où on voit la combativité qu'elle a mis en place justement pour compenser justement les manquements de l'écoute du médecin. Elle s'est vraiment positionnée pour pouvoir propulser plus en avant le parcours de soins et a donc changé l'évolution de la maladie de son mari. Donc, quand je vous entends, Michel, dire je ne suis pas légitime ou c'est pas le mot approprié, ils le sont. Vous avez été une vaillante soldat, vous n'avez pas faibli, ça se voit dans votre posture, le ton de votre voix, on voit que vous n'avez jamais flanché. Et je vous souhaite aujourd'hui de prendre ce répit parce que on voit bien que au moment de l'annonce et quand vous êtes stressé par 2 fois et que vous faites appel justement à vos enfants et qu'ils n'entendent pas la gravité de la situation, vous restez dans votre bulle avec votre mari et puis vous continuez, vous faites fi de ces médecins qui perçoivent pas la dangerosité, pourtant ce sont les professionnels, et le cercle familial qui, peut-être par peur ou par déni, n'ont pas plongé alors que vous l'avez fait. Donc c'est un témoignage très fort qui nous démontre bien combien vous avez dû dépasser des moments de grand stress et que vous n'avez pas pu digérer peut-être encore. Je ne sais pas dans quel état de santé vous vous trouvez, mais je vous le dis encore, je vous sens très droite, très combative et donc effectivement voilà toutes ces étapes de l'annonce jusqu'à la semi-rémission là, qui arrive grâce à tous vos efforts et à votre combat, à votre mari et vous, eh bien vous avez dû les traverser de façon express parce que être aidant
est véritablement un métier. On l'a vu avec tout ce que nous a démontré par les chiffres Madame Claudie Culac, la fondatrice de la Compagnie des aidants, qui a bien repéré combien être aidant est une véritable mission, c'est un rôle, c'est un métier. Et si on ne mesure pas justement les tenants et les aboutissants en fonction de la maladie de son proche, s'il est fragilisé par un handicap, par une maladie temporaire, une maladie chronique, voilà, si on ne prend pas la mesure de ce qui se passe, on va vite être emporté dans une certaine mécanique du faire, dans une certaine mécanique de compenser pour que la dignité de son proche, pour que le parcours de vie de son proche reste toujours en action, qu'on continue à aller vers la vie et vers ce maintien de la non-souffrance, parce que c'est ça que l'on recherche, c'est arrêter de souffrir. Donc effectivement, être aidant est un métier, et c'est vrai que souvent on parle de charge. Je suis désolée de ce mot, mais c'est un mot qu'il faut bien regarder en face, parce que il y a effectivement 4 charges qui incombent à l'aidant, dans le sens où il est non professionnel et par lien filial, parce que c'est toujours un proche dans le cercle familial qui va prendre soin d'une personne fragilisée, il va vraiment se dédier et donc avoir une double vie pour que son proche puisse continuer à gérer les actes du quotidien dans toutes ses dimensions, qu'elles soient privées ou sociales, et surtout médicales. Donc ces 4 missions sont les suivantes. D'abord, c'est une mission de soins. Il faut être capable d'observer correctement toutes les ordonnances qui sont données par les médecins pour le suivi de la maladie. Il y a toutes les prises de rendez-vous auprès des rééducateurs ou des médecins ou des psychologues, voilà, qui sont en charge comme une équipe pluridisciplinaire justement pour accompagner le patient. C'est aussi l'organisation autour du proche, de la façon dont il va mener sa vie à la maison ou à l'hôpital. On voit bien combien l'aidant est un relais, est un maillon, et on dit souvent que l'aidant devient un aidant expert, parce qu'à force d'être auprès de façon journalière, parce que c'est jour et nuit souvent, il faut jamais l'oublier, l'aidant a une connaissance extrêmement fine de son proche, non seulement parce que bien sûr ils sont apparentés par un lien familial, mais c'est parce que comme ils sont en permanence dans les actes du quotidien, ils savent comment approcher leurs proches, et ils sont vecteurs, facilitateurs des soins. Donc c'est bien dommage souvent que le médecin ne fasse pas confiance à la personne de confiance, voilà, qui est là, qui est l'aidant, et comme disait Claudie Culac, qui est le tour opérateur, qui est le réceptacle de toutes les informations, qui suit tout le dossier, et voilà, qui peut générer ou un questionnement ou même déjà une réponse qui va aider à propulser dans l'évolution de la maladie. Et ça, on l'a bien vu avec Michel, malgré le manque d'attention du médecin ou le manque d'engagement du médecin, il a continué à chercher sur ordinateur des idées et à essayer de trouver des réponses ressources, parce qu'elle sentait intuitivement qu'il y a quelque chose qui était à faire. Le deuxième rôle est un rôle psychologique, bien sûr, de soutien, de coaching, de stimulation. Alors ça, c'est en fonction de l'âge de la personne, parce que il y a des enfants qui sont porteurs de handicap, par exemple, qui ont besoin d'être beaucoup stimulés, beaucoup cadrés. Il y a des enfants atteints de cancer aussi, qu'il faut expliquer à leur auteur ce qui leur arrive, et ce n'est pas facile.
c'est vraiment une mission qui est dantesque. Effectivement, la troisième charge est une charge administrative. Je ne vous fais pas un topo sur la lourdeur administrative en France, mais je sais que quand vous voudriez peut-être, en tant qu'aidant, vous poser pour prendre un apéritif avec votre conjoint ou avec votre enfant, ben non, il faut se mettre sur l'ordinateur et faire encore des dossiers pour prouver l'état de votre proche. Et il y a en dernier lieu une charge financière qui peut être très lourde parce que quelquefois on a besoin de matériel adapté qui est très très onéreux, ou alors des dispositifs pour rester en lien avec la personne proche, et ou alors voilà l'achat de véhicules qui seraient plus adaptés pour les déplacements d'une personne fragilisée, et tout cela bien sûr en fonction de la perte d'autonomie, et ça coûte très très cher. Donc il y a voilà tous ces poids qui peuvent peser sur les dents, et on se rend bien compte par rapport à ce qu'a dit Claudie Culac et ce que je vous dévoile ici, que à force de plonger dans cette aidance, l'aidant va s'oublier. L'aidant, par dévouement, par amour, par valeur morale, va vouloir totalement se dédier. Il va s'oublier lui-même parce que s'arrêter pour boire un verre, s'arrêter pour lire le journal, s'arrêter pour respirer ou pour faire une promenade, pour lui, ça va lui paraître un luxe parce qu'il y a quelqu'un à sauver, il y a quelqu'un à gérer, qui est en perte d'autonomie, qui se bat contre une maladie, et on ne peut pas faire cas de soi. Or, je voudrais juste vous remettre en mémoire cette histoire qui est très repérable et très importante, qui est de comprendre que dans un avion, quand il y a une dépressurisation, on nous invite non pas à mettre le masque à oxygène sur les plus fragiles ou les personnes âgées, il faut le mettre à vous qui êtes en capacité de faire. Et donc, à la compagnie des aidants, nous œuvrons à ça. Nous œuvrons à justement accompagner, alléger, soutenir le parcours de l'aidant pour qu'il puisse se nourrir et revenir dans d'autres conditions vers son proche. Voilà, on est capable en France de répartir la charge administrative, de répartir la charge financière. Il y a des acteurs qui sont formés, donc les assistantes sociales, les psychologues, et donc les médecins qui ont cette écoute particulière et qui comprennent que derrière chaque patient, il y a un aidant qui est souvent invisibilisé, mais de prendre ce duo de façon holistique, c'est ce qui va permettre une bonne santé pour tous, et en tout cas une cohérence dans les soins. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Voilà, toi Alexandre, si tu veux reprendre la parole. Bien sûr, merci pour ce point qu'on a pu faire ensemble du côté psychologie, effectivement, et ce retour. J'aurais la possibilité peut-être de poser quelques questions, ou en tout cas des réactions. Alors n'hésitez pas à pouvoir en écrire dans le chat. J'en avais une, et je peux inviter d'ailleurs Claudie et peut-être Michel aussi à revenir vers nous pour nous apporter des réponses aux questions qui ont été posées. Je vous laisse peut-être rallumer vos caméras et micros. Voilà. Merci mesdames. Une des premières questions, c'est la difficulté, semble-t-il, d'être reconnu comme aidant par les médecins, par le corps médical. Céline a pu le repréciser, Claudie aussi d'ailleurs, hein, je crois vraiment que c'est prégnant. Est-ce que vous avez, vous, Michel, pu quand même contourner, quelles seraient vos astuces pour contourner ces problèmes où des fois on veut même pas vous recevoir, hein, parfois, je crois que ça peut arriver, hélas. Et dans votre contexte particulier, Michel? Alors moi, le médecin urologue m'a accepté d'emblée et a tout à fait, j'ai appuyé pour l'opération, et lui, il était tout à fait ouvert à l'opération. Il essayait bien de faire comprendre à mon mari qu'il fallait opérer quasiment, mais il voulait pas lui dire carrément. Et de ce fait, il m'a bien accepté puisqu'il a vu que j'étais quand même moi-même bien, voilà. Donc l'urologue, il n'y a pas eu de souci. C'est avec l'oncologue que ça a un peu mal passé, parce que je ne lui ai pas dit, bien évidemment, franchement, mais une fois j'ai fait mention
je lui ai demandé pourquoi cet examen n'avait pas été fait. Je savais très bien qu'il fallait le faire, mais je lui ai pas dit que je savais. J'ai simplement demandé pourquoi cet examen n'avait pas été fait. Et là, il m'a été répondu assez vertement, est-ce que vous êtes dans le corps médical? Et là, j'ai dit non. Et on m'a répondu, eh bien voilà. Et là-dessus, l'examen a quand même été donné. L'examen a quand même été donné, mais ça faisait plus de 6 mois qu'il aurait dû être donné. Il y a eu aussi cette aide aussi. Moi, j'ai des problèmes de santé autres qui faisaient que je ne pouvais pas m'occuper du jardin ou faire du ménage complètement toute seule. Et je savais très bien que la mutuelle je me suis arrangée avec la mutuelle pour avoir une femme de ménage 2 heures par semaine. Et il fallait un certificat médical. Là aussi, j'ai presque, je dis bien presque, reçu une fin de non-recevoir, tout simplement parce que la secrétaire, quand je lui ai demandé ce certificat médical, m'a dit « Mais madame, vous ne pouvez pas le faire, vous, le ménage ?» Sans se rendre compte que moi, je pouvais aussi avoir des problèmes. Et oui, et là c'est ce que ça, Claudie, peut-être ça fait écho à d'autres situations que vous avez connues par ailleurs. Bien sûr, aux situations que j'ai pu connaître moi, mais aussi aux témoignages d'aidants qu'on reçoit lors de notre tournée ou qui témoignent spontanément. Donc, nous, on a mené une action parce que ce que j'ai pu constater, en fait, c'est que les professionnels de santé ne sont pas non plus très bien informés sur le rôle essentiel des aidants. En fait, Michel, vous avez été, je vous remercie pour votre témoignage parce que c'était vraiment un témoignage qui montrait bien la situation de l'épouse et en même temps de l'aidant. Donc ce côté un peu bancal où on reste une épouse, mais en même temps on est l'aidante vu tout ce que vous avez fait pour votre mari. Et donc à l'hôpital, le médecin vous a vu en fait comme l'épouse. Il vous a pas tout de suite vu comme une aidante. Et de plus en plus, on sensibilise les professionnels de santé sur ce sujet-là. Parce qu'on leur dit, voilà, Michel, elle va s'intéresser à la maladie de son mari parce qu'elle aime son mari, parce que son mari est le père de ses enfants, qu'elle veut l'aider et qu'elle a besoin d'avoir des informations très claires, très concrètes sur quelle est la pathologie de son mari, quels sont les traitements, on a vu, puisque vous avez même pu dire à l'oncologue qu'il manquait un examen, et vous allez être ses yeux. Finalement, il a besoin de vous, ce médecin, parce que grâce à vous, il va pouvoir aussi régler le traitement, peut-être donner un traitement de confort sur des situations qui sont compliquées. Donc, nous, on mène le combat auprès des professionnels de santé pour les sensibiliser au rôle essentiel des aidants. Mais on a souvent des aidants qui témoignent de difficultés qu'ils rencontrent avec les professionnels de santé. Alors, vous avez eu de la chance parce que nous, on a des binômes aidants aidés qui nous disent que le diagnostic tombe, c'est en 10 minutes, et puis au revoir monsieur, au revoir madame, allez voir la secrétaire, est terminé. Et là, l'aidant et le patient se retrouvent vraiment dans un grand désarroi. Parce que, quid? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est son pourcentage de survie? Enfin bon, des questions qui sont terribles pour ce binôme et qui vont mettre toute la famille dans un état d'angoisse, de stress, d'inconnu. Ça bouscule et ça chamboule beaucoup d'habitudes. Donc, il faut absolument, et d'ailleurs, Michel, je vous propose d'être ambassadrice maintenant. Hein, oh là là, c'est gentil. Quand vous irez dans les hôpitaux, vous leur direz, dites donc, moi j'ai entendu la conférence sur les aidants, je vais vous envoyer la compagnie des aidants. Oui, alors effectivement, si je peux dire un mot,
Effectivement, la compagnie des aidants, depuis que Claudie l'a fondée, a travaillé à la grande visibilité, justement, juste de prononcer ce mot. Et aujourd'hui, presque la moitié de la population française se reconnaît comme aidant. Ça a été une grande avancée. Là, je pense qu'on passe à la phase de, justement, faire sensibiliser au fait que quand on annonce un diagnostic, il faudrait aussi dire à la personne à côté, vous allez devenir aidante. Alors, c'est vrai que dans ce moment-là, ou aidant, dans ce moment-là, on est dans un état de choc, donc il faut du temps, mais il faudrait un petit papier qui dise, voilà, prenez un petit peu de temps, mais vous savez que vous trouverez ici des informations, vous êtes aidante, voilà la panoplie de petits soldats qu'il faudra enfiler un jour ou l'autre. Et c'est vrai que de prévenir permettra justement de ne pas guérir de double peine qui arriveront après parce que l'aidant va s'épuiser, parce que l'aidant va s'oublier. Et c'est bien dommage de ne pas croire aux aidants parce qu'ils n'ont pas la blouse blanche. En France, on est très, très rassuré quand on arrive avec une blouse blanche. Et je pense qu'aujourd'hui, la mutation ne viendra que de nous. C'est parce que nous, en tant qu'aidants, nous tendons la main aux médecins et qu'on leur dit, écoutez, voilà, moi, ça fait tant de mois que je suis auprès de mon proche, je me permets, et s'il n'entend pas, vous pouvez très bien demander un second avis. Ça, c'est un droit, c'est un nouveau droit. Le double avis, vous y avez droit. Et c'est ce que vous avez fait, Michel. Et donc, voilà, effectivement, vous êtes pionnière. Si vous me permettez, je voulais rajouter quelque chose parce que, et c'est en écoutant Céline que ça me fait dire, c'est que, comme je vous ai dit dans ma présentation, entre 18 et 20% des aidants repoussent, voire renoncent à leur santé. Alors nous, on milite actuellement il y a une prise en charge médicale de l'aidant, c'est-à-dire, par exemple, Michel, quand vous êtes allé à l'hôpital avec votre époux, dès l'annonce du diagnostic, que du coup, on s'intéresse à votre propre santé, c'est-à-dire à la santé de ce petit soldat, comme tu disais, Céline, qui va devoir se battre pour son proche. Donc, encore faut-il qu'il soit en forme, qu'il soit armé pour affronter toutes ces difficultés qu'il va rencontrer. Donc, nous, on se bat pour que à l'hôpital, dans les cliniques, chez le médecin de ville, tout le monde se dise « Oula, je m'occupe du patient, mais dis donc, et son aidant, et ses enfants, etc. » C'est-à-dire l'écosystème, qu'on prenne tout le monde en charge. Je pense dans le cas, par exemple, de cancer de l'enfant. Qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans ces familles, il peut y avoir des frères et sœurs. Et jamais on ne se soucie des frères et sœurs. Or, ce qui ressort d'études, c'est que ces frères et sœurs vont se retrouver un peu abandonnés parce que les pauvres parents, ils vont focaliser sur cet enfant malade parce qu'ils veulent qu'il survive. Il faut le sortir de sa maladie. Et donc, ils vont un peu moins s'intéresser aux autres enfants parce qu'ils sont dépassés, les pauvres, à un moment. Et donc, dans certains cas, ces enfants peuvent avoir des comportements à risque. Donc, du coup, nous, on a aussi sensibilisé les professionnels de santé en disant « Attention, vérifiez avec les assistantes sociales, bien sûr, dans la fratrie, s'il y a des enfants qui ont besoin de soutien et qu'on s'occupe un peu plus d'eux. » Tout à fait. Bon, effectivement, c'est très important de pouvoir voir l'écosystème au total de ces familles et qui entourent les malades. Bien sûr, on avait 2 réactions. Je vais vous permettre de vous redonner. Tout d'abord, l'ANAMA Cap insiste justement de chercher un deuxième avis car l'erreur est humaine. Donc là, on va complètement avec ce que vous avez pu préciser, Céline. Et puis un autre commentaire, l'aidant doit aussi intervenir aussi en amont du diagnostic, pas seulement après. Est-ce que ça vous évoque vous une réaction par rapport à ce retour? Vous pouvez peut-être repréciser aussi la Pinote qui a pu nous écrire peut-être si vous souhaitez repréciser un petit peu les choses. On est à votre écoute.
C'est vrai que c'est difficile pour un aidant d'intervenir parce que, par grand respect des médecins, c'est comme ça qu'on a tous été un peu élevés, on se soumet à la parole médicale. Moi, ce que je voudrais faire ici, et c'est ce que fait Claudie Culac avec la Compagnie des aidants, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est qu'on allume les feux verts pour oser dire, oser exprimer, prendre du temps de dire, écoutez, là vraiment, ce que vous venez de m'annoncer, j'arrive pas à comprendre ce que vous venez de dire. Donnez-moi 1 minute, je bois un verre d'eau et puis je reviens. Vous avez le droit de dire ça. Vous avez le droit de poser les choses. On n'est pas en train de vous annoncer un rhume. On est en train de vous annoncer quelque chose de grave. Donc c'est légitime d'être abasourdi. C'est légitime de prendre du temps et de dire, voilà, moi je vais être aux côtés de cette personne pendant tout le temps de sa maladie. Donc je voudrais que vous preniez mes coordonnées et que vous pouvez vous appuyer sur moi si je peux, voilà, me concerter avec vous. Eh ben, parfait, merci. Effectivement, je ne crois pas que j'ai d'autres questions pour le moment ou de réactions. Je vérifie. Voilà, on nous a précisé justement le double diagnostic est indispensable pour avoir une affection de choix et non contrainte via un unique diagnostic, étant entendu que la médecine n'est pas une science exacte. Ça se rapporte effectivement à ce qu'on avait pu lire et l'erreur est humaine et la médecine est une science inexacte. Voilà. Et un aidant est là pour aider un patient, c'est acquis. Pourquoi devrait-il en être plus aider les médecins à faire leur travail en rapport avec le serment d'Hippocrate? Voilà, donc là, on va pas rentrer évidemment dans une polémique. Hein. L'objectif, c'est de travailler main dans la main avec les médecins et de pouvoir se faire entendre en tant qu'aidant. Oui, Alexandre, je vais faire juste une aparté par rapport à cette phrase. Je comprends parfaitement qu'on puisse s'attendre à ce que le médecin, justement, honore ce serment d'Hippocrate. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre quand on est aidant, c'est que quand on s'adresse à une assistante sociale, on s'adresse pas à un avocat. Quand on s'adresse à un médecin, ce n'est pas une assistante sociale. Je sais que c'est très difficile. Oui, quand on fait un dossier administratif, il faut mettre de côté l'affectif et dire, voilà, je fais 200 kilomètres pour aller voir l'oncologue. Mon mari a 90 ans, j'ai besoin d'un taxi. On ne doit pas dire je suis fatigué, je n'en peux plus. Il faut être très factuel. Et je sais combien c'est difficile. Il faut mettre de côté toutes ces émotions. Et c'est vrai aussi que dans la formation des médecins qui aujourd'hui ont entre 60 et quelques années, ils n'ont pas été formés à cette écoute-là. Il y a depuis quelques années 2 ans de psychologie maintenant qui sont obligatoires pour les médecins. Donc les jeunes médecins sont formés à ça. Et je vous assure qu'ils font un tout à fait nouveau. Et donc je suis désolée pour les autres qui peuvent avoir cette oreille et cette écoute un peu dure, mais en leur parlant calmement, en leur disant que vous voulez être partie prenante, comme dit Alexandre, et être dans cet écosystème aussi, comme dit Claudie, voilà, c'est qu'on veut tous aller dans la même direction. Alors, si je peux me permettre, les médecins non seulement ne sont pas formés à ça, mais ils ne sont pas formés également sur certains cancers, mais vraiment sur la maladie en elle-même. C'est-à-dire que pour le cancer de la prostate, ils n'ont aucune formation universitaire quasiment. Elle est vraiment très défaillante. Et là, à l'heure actuelle, moi je me suis inscrite à l'ANAMACAP avant mon mari, puisque mon mari ne voulait pas en entendre parler. Bien sûr, maintenant, il en est membre, puisque c'est grâce à elle qu'il a son professeur à Paris. Mais mon mari instruit quasiment son médecin. Oui. En fait, il lui ramène des documents de l'ANAMACAP, il lui ramène des informations qu'on a pu avoir à l'ANAMACAP. Ce n'est pas pour faire de la publicité pour l'ANAMACAP, je dis ça, c'est tout à fait désintéressé. Mais voilà, donc certains médecins ne sont même pas formés à certaines maladies. Et là-dessus, il y a peut-être les jeunes maintenant, je ne sais pas, mais voilà, c'est... Voilà, merci pour ce retour, Michel. Je vous laisse peut-être couper votre caméra, votre micro, ainsi que Céline. Et puis je garde Claudie à mes côtés pour la deuxième partie qui était prévue. Je vous ajoute tout de suite la présentation, Claudie, pour que vous puissiez revenir sur ces éléments, bien sûr, et cette page qui arrive tout de suite. Voilà. Attends, laissez-moi faire. Hop là, voilà, c'est bon. Claudie, je vous laisse démarrer. Oui.
Oui, donc là, en fait, ce dont je voulais vous parler, c'était de notre plateforme de formation en ligne. Alors, tout ce qu'on fait, nous, c'est gratuit, hein. D'abord, c'est facile, il suffit d'avoir une adresse mail et de se connecter. Pourquoi on a développé cette plateforme de formation en ligne? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais été aidante d'une tante en situation de handicap. En fait, ma tante avait eu la polio quand elle était enfant. C'était une femme qui était tout à fait active, mais en vieillissant, sa maladie l'a rendue très dépendante. Et un jour, ils nous l'ont ramenée de l'hôpital parce qu'ils avaient aussi développé un cancer dans un fauteuil roulant. Ils nous l'ont laissé dans le fauteuil roulant. Et voyez-vous, bah, comment faire? Comment faire ce transfert de cette dame âgée, assise dans son fauteuil pour la mettre dans son lit? Ben, on ne savait pas faire, ni moi, ni mon mari. Alors, on est allé sur Internet. On a cherché les petits tutos. On n'a pas trouvé. Donc, on s'est dit, ben, on va le faire. Donc, on a développé au départ des petites vidéos qui expliquaient très clairement comment faire des transferts, comme je vous l'expliquais, du fauteuil au lit, relever quelqu'un qui avait chuté, utiliser de la personne, faire un shampoing au lit, changer les draps d'un lit occupé, alimenter quelqu'un qui a des difficultés, etc. Et puis, ça a commencé à marcher, à fonctionner, parce que, si vous voulez, quand vous avez un proche en perte d'autonomie, si vous avez des aides à la personne qui viennent, c'est génial, mais elle ne reste pas là 24/24. Donc du coup, il y a un moment où vous-même, vous êtes obligé de faire des gestes techniques sans avoir appris à le faire. Donc, vous vous blessez ou vous blessez le proche. Donc du coup, on a commencé comme ça a marché. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des aidants qui nous disaient, ben voilà, mon fils est schizophrène, je suis toute seule, je comprends rien, franchement, c'est l'enfer. Donc on s'est dit, ok, on va commencer à travailler sur des pathologies et on va faire des parcours de formation pour les aidants où ils auront toutes les informations sur le euh, euh, savoir-faire et le savoir-être. Donc, on a développé un parcours AVC, schizophrénie, dépression nerveuse. On en a fait un sur la santé des aidants, la dénutrition. Et là, nous venons de boucler 5 parcours dans le champ du handicap. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est continuer à développer ces parcours parce que on a bien conscience de ce temps très court, en fait, où le patient et les aidants sont face au médecin et quand ils rentrent chez eux, ils ont des centaines de questions qui leur passent par la tête. Alors, ils ont bien évidemment les associations de patients qui sont là et nous, on travaille avec les associations de patients, mais parfois, il y a des grands moments de solitude, donc il faut pouvoir retourner dans cette précieuse ressource pour retrouver les informations dont on a besoin quand on accompagne un proche. Donc là, on est en train de refaire complètement notre site et la plateforme de formation parce que en fait, il faut, quand on est dans la techno, en permanence retravailler ces systèmes d'information. Mais voilà, je vous invite à découvrir la plateforme de formation. Le site, c'est lacompagniediesaidants.org. C'est facile, vous trouverez un onglet formation. Vous rentrez votre adresse mail, c'est gratuit et je vous laisse donc découvrir notre plateforme de formation en ligne. Merci Alexandre. Merci Claudie. Effectivement, cette plateforme nouvelle qui a été présentée par Claudie. Je vous propose tout de suite de retrouver le témoignage de Dominique. Dominique, c'est un monsieur qui va pouvoir nous apporter son témoignage d'aidant. Il nous rejoint. Bonsoir Dominique, très heureux de vous accueillir sur Happy Visio. Merci, comme pour Michel, merci beaucoup de votre témoignage qui va arriver et on vous écoute une bonne dizaine de minutes.
vous sont alloués sans problème. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, mon témoignage, il est un peu différent, d'abord parce que je suis un homme, là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes. Et moi, mon épouse est décédée maintenant. Donc, je l'ai accompagnée pendant 12 ans, au début avec des maladies plutôt d'ordre de la sphère neurologique. Et ensuite, je l'ai accompagnée, elle avait un cancer du sein. Qui a duré 6 ans avec une récidive au milieu, et je l'ai accompagné jusqu'au dernier souffle. Alors moi, c'est un peu différent du témoignage précédent, parce que j'avais quelques connaissances, enfin des connaissances médicales, donc c'est un milieu que je connaissais un peu mieux, mais sur l'aspect social, administratif et tout ça, effectivement, il y avait beaucoup de choses à découvrir. Donc ça a duré 12 ans, donc c'est une endurance, voilà, et il y a une solitude bien entendu du malade, une solitude partagée à deux et une solitude de ce qu'on appelle les dents. Et moi, ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est ne pas rester seul, essayer d'avoir l'information. Alors petit à petit, grâce à des associations comme les aidants, la compagnie des aidants, on peut avoir de l'information. Il faut aller donc la chercher. Et puis moi, j'insisterai peut-être plus sur le versant endurance et psychologie, parce que derrière, il y a la famille. Et il peut y avoir des familles. Moi, mon épouse avait une famille nombreuse. Et donc, il fallait aussi canaliser la famille, respecter mon épouse et ses souhaits, qui elle voulait voir, qui elle ne voulait pas voir, respecter quand elle voulait que je l'accompagne, quand elle ne voulait pas que je l'accompagne. Et on a fait un parcours à deux, on a pris un parcours, j'allais dire, initiatique, où on a appris à l'un de l'autre. J'ai eu, moi, une chance un peu plus importante parce qu'avec les professionnels de santé, ça s'est mieux passé. J'ai même appris, notamment des auxiliaires de vie, comment faire une toilette, comment changer un lit, parce qu'il fallait changer souvent le lit, comment, le matériel médical. Elles m'ont enseigné, je suis devenu un membre de l'équipe, dimanche compris. J'ai réussi, moi, à continuer à travailler, ce qui m'a permis d'avoir un étayage malgré tout, parce que sinon, le risque, c'est d'être 100% dans l'accompagnement et jour et nuit, comme ça a été dit, puisque ça a été jusqu'à la dernière seconde. Après, comme j'avais quelques connaissances médicales, j'ai pu, avec mon épouse, tant qu'elle avait toute sa tête et son autonomie, parce que les 6 derniers mois, l'autonomie a été fragilisée, l'autonomie physique et l'autonomie psychique, puisqu'elle ne me reconnaissait plus. Elle me confondait avec ses frères. Elle avait des délires la nuit, donc il fallait arriver à dormir. J'avais toujours dit que si j'arrivais plus à dormir, je ne pourrais pas tenir. J'ai pu être étayé grâce à des amis. Et l'important que j'ai à dire sur ce long parcours, c'est de ne pas rester seul, essayer de faire entrer la vie dans ce que mon épouse a accepté, parce que je suis parti de ce qu'elle acceptait. On a fait des apéros alors qu'elle était grabataire sur son, j'allais dire, à côté d'elle. On a essayé de trouver des occasions les amis qu'elle acceptait, parce qu'il y avait des amis qui venaient avec des intentions. Je veux dire, après, chacun y va comme on peut, la famille pareil, chacun vient comme on peut. Et j'ai essayé aussi de protéger mes enfants, parce que j'en ai un qui était un peu, à cette époque, fragile et qui est en pleine étude. Donc, c'est un long parcours. Et j'ai eu la chance d'avoir, de temps en temps, une infirmière qui disait « Et comment allez-vous, vous ?» Ce qui est très réconfortant, parce que parfois, on se sent un petit peu seul, parce qu'il y a assez peu de monde qui dit « Comment allez-vous, vous ?» Et je rejoins ce qui a été dit avant, on n'a pas trop le temps de s'occuper de soi à l'extérieur, mais le travail, pour moi, ça a été jusqu'à la dernière minute. Je me suis arrêté qu'après le décès de mon épouse, pendant quelques semaines pour récupérer et reprendre le travail. Mais je trouve que c'est bien de garder la vie avec les gens, j'allais dire, choisis par l'intéressé qui était mon épouse, les gens qui viennent avec quelque chose de positif et qui ne viennent pas parler d'eux, mais qui viennent plutôt écouter
ou accompagner. Et donc, moi, ça a été une expérience extrêmement riche parce qu'elle m'a appris aussi à m'aider à accepter qu'elle parte. Donc, elle m'a fait lire des livres. Et moi, j'ai pu lui faire des rituels de passage. J'ai eu la chance, parce que, après, la chance, c'est d'avoir aussi peut-être un peu d'avoir des croyances un petit peu spirituelles. Je pense que ça aide un petit peu. Alors, sans parler de religion, ça aide à garder la vie jusqu'à la dernière seconde, même si la tête n'est plus toujours là des deux côtés, j'allais dire, parce qu'on est quand même un peu perdu. Sur l'aspect soignant, je pourrais dire que effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur les soignants. Les annonces, alors il y a des progrès sur les annonces en cancérologie, mais sur la récidive, il n'y a peut-être pas eu, en tout cas, elle a été choquée, moi un peu moins, parce que je connais un peu mieux le monde médical, mais elle a été choquée, mon épouse, par lors de la récidive, une annonce brutale. Alors, il y avait un étudiant, le professionnel était assez content de dire « j'annonce bien », mais je pense qu'il a été, sans le vouloir, parce que il a été un peu brutal aux yeux de mon épouse. J'ai essayé après de lui expliquer. Après, mon rôle a été aussi, avec la famille, avec un peu tout le monde, d'essayer d'expliquer. Et puis elle m'a beaucoup... On a eu un dialogue, il faut arriver à avoir le dialogue jusqu'à la fin. Et voilà, je vais, comme ça fait un petit moment là déjà qu'il y a eu beaucoup de choses dites, moi, l'important, moi, ce que je retiens, c'est d'essayer de laisser la vie, de ne pas rester seul, d'être avec, entre guillemets, les bonnes personnes. Et puis que les choix soient, que c'est quand même la personne concernée qui fait les choix. Moi, j'ai essayé d'accompagner ces choix et d'être présent et très, très heureux d'être impliqué aussi dans la toilette, dans le changement de lit, dans apprendre le métier quand ils n'étaient pas là. Et on peut être aussi apprenant. Ça peut être une expérience riche jusqu'à la dernière seconde où tout peut se passer avec une sérénité, oui, quand les deux, jusqu'à l'épreuve ultime, où la sérénité peut être là. Donc, c'est un témoignage un peu différent, puisque moi, c'est plutôt un parcours de 12 ans. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci Dominique, merci beaucoup pour ce témoignage qui voilà, nous prouve aussi qu'on peut accompagner jusqu'au bout, pouvoir aussi peut-être trouver la communication avec entre le malade et puis l'entourage qui est forcément toujours un petit peu plus lointain lorsqu'on est conjoint comme vous l'étiez. C'est vrai que c'est très bien de pouvoir faire l'interface. Vous avez pu comme ça, vous avez parlé à un moment des frères et sœurs qui étaient pas tous au même niveau de connaissance, peut-être de volonté aussi, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Connaissance, volonté et capacité à avoir la dégradation, je vais dire ça comme ça, physique et psychique. Chaque histoire, chaque personne a son histoire, sa capacité. Et enfin, c'est mon expérience. Il y a des frères ou des sœurs qui n'ont pas pu venir à un certain moment parce que c'était trop pour eux, parce que leur histoire, ça leur envoyait une histoire personnelle. Et on a fait ça sans jugement. Chacun a fait ce qu'il a pu. Les enfants pareil. Et l'important, c'est qu'il y ait une synergie autour de la personne. Et puis, bien entendu, moi je dis quand même, c'est un parcours d'endurance. Donc, il faut être aidé. Il y a des associations, comme la Compagnie des aidants. Il y a aussi l'association Jamlave qui accompagne pendant et après. Moi, j'ai fait partie pendant 1 an d'un groupe de parole où on a parlé entre personnes ayant eu les mêmes expériences. Un groupe, on était 4, 2 hommes, 2 femmes. Chacun a sa façon de ressentir, sa spiritualité. On n'est pas égaux et tout est respectable là-dedans, mais c'est très, très riche de pas rester seul et d'échanger sur parce qu'on s'enrichit, excusez-moi du mot, de ce que les autres, comment ils ont vécu, et chacun en fait bien comme on peut. Voilà.
Ben, merci beaucoup. On va laisser peut-être Claudie et Céline si ils peuvent nous rejoindre. Peut-être qu'ils ont aussi entendu votre message et réagir à votre superbe témoignage. Merci beaucoup Dominique aussi. Ben, je veux bien commencer, puis je te laisse, Céline, après. Ben, merci, Dominique. Ce qui est important dans votre témoignage, c'est quand vous parlez du travail. Souvent, les aidants nous disent que c'est un moment de répit aussi et qu'ils peuvent bénéficier du soutien de leurs collègues. C'est pour ça que nous, on se bat pour aussi maintenir les aidants dans l'emploi et qu'ils puissent concilier toute leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leur rôle d'aidant. Jalmab, on aurait peut-être pu traduire, je crois que c'est jusqu'à la mort, la vie, et c'est une association formidable qui aide effectivement à mieux supporter la perte de l'être cher. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et c'est bien pour ça que nous, on a fait la plateforme de formation en ligne, c'est la nécessité d'accompagner les aidants, de leur montrer les gestes techniques qu'ils ne connaissent pas au départ. Alors vous avez bénéficié de l'expérience de ces fées, moi je les appelle les fées, les aides à domicile, mais dernièrement, une personne dans mon réseau me disait, elle a un mari qui a une maladie neurodégénérative, pas Alzheimer, etc. Mais lui, il perd ses muscles en fait, et qu'elle avait pu aller sur la plateforme justement pour apprendre des gestes techniques. Et on est tous amenés à un moment ou à un autre à faire ces gestes techniques parce que vous l'avez dit avec beaucoup d'amour, vous êtes occupé de la toilette de votre épouse, un moment d'intimité, mais un moment nécessaire pour son confort et le vôtre donc. Je voudrais rajouter quelque chose. J'ai bagarré pour qu'elle ait des bains en plein été, parce que c'est possible, je le dis, elle ne voulait pas trop les. C'est la seule petite nuance que j'ai eue, parce qu'on peut mettre dans le lit médicalisé, alors il faut se bagarrer quand il fait chaud, quelque chose en plastique avec un système qui amène l'eau et un bain, le confort dans les derniers instants de la vie, quand il fait chaud, et c'est encore mieux qu'une toilette. Et ça, c'est des petites choses qu'elles ont acceptées, mais il a fallu, à l'époque, se bagarrer. Et c'est important de garder les soins de kiné, alors que, bon, moi, je connaissais un petit peu, mais de garder des éléments jusqu'à la dernière seconde. Ce n'est pas parce qu'on est dans les 3 derniers mois et qu'on ne peut pas avoir des choses agréables qui peuvent être l'apéritif aussi quand la personne peut le faire. Je veux dire, tout ce côté vie doit rester jusqu'à la dernière seconde. Quand c'est possible, quand l'environnement le permet, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple. Alors là, en plus, on est dans une époque formidable. C'est que on traverse une période où ces métiers sont des métiers en tension, où pour trouver des aides à domicile, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, comme les services sont en tension, eh bien, les personnes qui sont déléguées chez les bénéficiaires, elles ont parfois un temps très limité. Donc, c'est pour ça que parfois elles disent non, on ne va pas le faire parce que je n'ai pas le temps, parce que c'est compliqué, parce que ça demande de la manipulation, etc. C'est pour ça qu'il faut insister. Il faut insister, vous avez bien fait. Parce que nous, on voit sur certains territoires, franchement, surtout là, cette année, c'est une catastrophe. Et alors cet été, on avait des territoires où il n'y avait pas de possibilité d'aider des personnes âgées qui venaient passer leurs vacances. Je pense à Saint-Malo, par exemple. Il n'y avait plus personnel pour le maintien à domicile. Céline, je te laisse. Merci beaucoup. Je vous remercie, Dominique, de ce témoignage qui est très émouvant, où vous avez mis en lumière quelque chose de très beau et que j'essaie de rappeler en permanence quand j'interviens, c'est qu'avant d'être aidant, on est une femme ou un homme, on est un mari, une épouse, une sœur. Et c'est vrai que de pouvoir garder son identité, c'est un tour de force.
Et vous avez osé le faire, justement pour rester en lien jusqu'au bout et ne pas vous déclarer juste aidant et de votre épouse malade. Et je pense que ça a contribué justement à non seulement son confort physique, mais son confort psychique aussi. Et c'est ce que nous souhaiterions tous, c'est avoir un aidant comme vous, parce qu'on va tous, comme dit Claudie un jour, être l'aidant d'un proche fragilisé. Ça va tous nous arriver. Et encore hier, j'intervenais à la faculté de médecine. On se penche ardemment sur comment justement maintenir les seniors à la maison, les personnes fragilisées à la maison, parce que c'est la demande générale de tout humain de pouvoir terminer ses jours en sérénité, entouré par le cercle familial. Et quand on peut justement conduire cette aidance en introjectant les désirs, les envies qui sont toujours là et de les mettre en lumière, c'est vraiment l'accomplissement qu'on voudrait voir pour les 11 millions d'aidants en France. On en est absolument tous capables. Et il suffit juste, comme vous disiez, d'oser être aidé. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple parce qu'on grandit à la vie, on dit il faut que tu sois fort, il faut que tu te lèves et que tu marches. Et puis un jour, il vous arrive cette fracture dans cette vie, cette rupture par la maladie. Et là, il faut admettre sa fragilité, sa vulnérabilité et oser être aidé. Et vous avez osé, Dominique, et on vous remercie beaucoup pour ce témoignage qui a mêlé les danses et la spiritualité. Oui, merci beaucoup Dominique pour ce retour, ainsi que Michel, hein, bien sûr, ce témoin qu'on a eu la chance d'avoir tout à l'heure. Je vous propose peut-être de pouvoir conclure aussi avec Laetitia qui va nous rejoindre. Si elle est prête, bien sûr. Merci beaucoup, Dominique, pour votre témoignage. Alors, merci à tous. Pour conclure, donc j'ai pris quelques notes pour vous rappeler un petit peu les éléments principaux. Donc, nous avons 11 millions d'aidants en France, sous des formes diverses et variées selon les pathologies et les degrés d'avancement de la pathologie, bien sûr, qui sont souvent invisibilisés. Ce qui peut être inquiétant, c'est que 20% des aidants renoncent à leurs propres soins. Nous avons eu 2 témoignages bouleversants, celui de Dominique et de Michel. Donc Michel, j'ai repris quelques mots en fait, qui étaient paniqués lors de l'annonce de la maladie de son époux, qui ne s'est pas sentie aidante, mais très impliquée. Son époux, lui, semblait perdu et anéanti. C'est là qu'elle a recherché de l'information. Dominique, lui, a ressenti une grande solitude, mais il a été grandement accompagné par des proches, par des amis. Il parlait de solitude, que ce soit pour le malade comme pour les aidants. Il ne peut pas rester seul. Il a parlé aussi d'un parcours initiatique, parce que l'aidant et le proche traversent des choses un peu inconnues, donc ils apprennent ensemble, ils s'enrichissent à deux. Il a beaucoup appris de l'équipe soignante. Il a été appuyé par des amis. Il dit qu'il ne faut pas faire entrer, il faut faire entrer, au contraire, la vie dans son quotidien. Il a été très touché lorsqu'une infirmière lui a demandé « Et vous, comment allez-vous » Du côté de Céline Martinez, notre psychologue de ce soir, donc en fait, elle nous indique que le répit est quelque chose de très important, évidemment, que Michel, notre témoin, a pu changer l'évolution de la maladie de son mari par sa combativité. On a parlé aussi, on parle souvent actuellement de patient expert, qui est un mot un peu récurrent, mais c'est la première fois, j'avoue, que j'entends parler de aidant expert, et pourtant tellement vrai. Donc, qui est présent souvent jour et nuit, qui a une connaissance très fine de la maladie et du comportement de son proche. Surtout, on ose dire, on ose s'exprimer, on ose être aidé. Oui, on a tous des fragilités, on sera tous aidants un jour. Donc, on ose se faire aider. On fait tous comme on peut.
L'idée, donc, ne pas s'oublier, c'est très important. Prendre soin de soi, avoir du répit, même pour aller boire un verre entre amis. On évite l'épuisement. Et comme Dominique, on essaie d'avoir quelques soupapes qui peuvent être propres à chacun. Ça peut être un peu de spiritualité, des groupes de parole, comme il le disait. Claudie nous a indiqué que désormais, il essayait de combattre en fait pour s'intéresser à la santé de l'aidant dès l'annonce, voire même à l'écosystème selon la pathologie. Si on parle d'un cancer lié à un enfant, par exemple, les frères et sœurs peuvent être un peu délaissés alors que c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Et surtout, donc, on fait appel à de l'aide, que ce soit des assistantes sociales, des psychologues, des mutuelles, des caisses de retraite, le site Ma Boussole Aidant. Maintenant, vous connaissez la compagnie des aidants avec ses sources d'informations très nombreuses, cette mise en coopération avec d'autres aidants et les nombreuses formations sur leur site ou en cours. Voilà pour cette conclusion. Et je voulais donc remercier l'ensemble des participants, nos témoins, Alexandre, Apivisio, Claudie, merci infiniment, Céline également aussi pour cette douceur et pour avoir éclairé toutes les personnes présentes, nos participants de ce soir ou à venir en replay, donc Dominique et Michel, et enfin Janssen, notre partenaire, face à qui nous avons pu mettre en place cette visioconférence. Voilà, nous sommes dans les temps, ce qui est extraordinaire. Merci Alexandre d'avoir mené cette vidéo. C'est ça les aidants. Voilà, donc vous retrouverez le replay et toutes les informations nécessaires très prochainement sur la plateforme d'Apivisio, sur la plateforme de la Compagnie des aidants et sur le site de la Nanaca. Et merci à toi, Laetitia. Merci, Laetitia. Merci, Laetitia. Oui, un gros travail aussi de Laetitia, évidemment, elle ne précisera pas, mais merci à elle, effectivement, pour cette jolie réunion qu'on a pu vivre ensemble.